Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette séance du Club du CEPI sur la Turquie. Euh, donc, l'actualité à travers les drones, la fermeture du Bosphore, les négociations qui se tiennent sur le sol turc entre la Russie et l'Ukraine nous montre que cette situation très difficile est l'opportunité pour la Turquie de jouer plus que jamais un rôle géopolitique clé après de 10 ans d'un conflit complexe en Syrie, de peut-être plus de 10 ans encore de rigidité et de personnalisation croissante du régime et de détérioration de sa propre situation économique et monétaire qui semble s'accélérer ces derniers mois, ces dernières années, pour une part en raison de politiques économiques impulsives et irraisonnées. Qui pouvait être plus qualifié que Marie Gégaud, longtemps correspondante du Monde à Moscou et spécialiste des affaires soviétiques puis russes à Paris et maintenant correspondante du journal en Turquie, pour modérer cette session. Donc, je vais très rapidement lui laisser la parole et je la remercie très sincèrement pour d'avoir accepté ce rôle. Je voudrais remercier également Omer Taspinar, en le priant de m'excuser pour ma prononciation, qui a bien voulu nous aider à démêler cet écheveau à la fois géopolitique, économique et de politique intérieure. Et enfin, merci à Denise qui a pris l'initiative de cette session, qui l'a organisée avec la complicité toujours très efficace de Evgenia. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Marie qui va modérer l'ensemble de la session. Merci encore. Bienvenue à tous. Merci de votre intérêt pour la Turquie et pour cette discussion qui, j'espère, sera intéressante. On va démarrer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en Turquie. La Turquie qui était quand même, il y a 20 ans, le marché émergent le plus attractif et qui, aujourd'hui, est en manque d'investissement et traverse une crise monétaire extrêmement grave avec une inflation à 61%, c'est-à-dire à son plus haut depuis 20 ans. Évidemment, ces jours maigres pour l'économie turque sont aussi des jours maigres pour le président Erdogan qui est à 15 mois d'une élection cruciale puisque en juin 2023 se déroulera en Turquie le même jour la présidentielle et les législatives. L'économie compte beaucoup pour l'électorat turc, peut-être plus que les droits de l'homme. Et évidemment, le fait que la population turque soit aussi touchée par l'inflation, eh bien, ça, c'est une pierre, un caillou dans la chaussure d'Erdogan qui vient de se racheter une conduite auprès de ses alliés traditionnels occidentaux au moment de la crise, de la guerre que mène la Russie en Ukraine. Donc, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Pour ça, donc, on est très content d'avoir parmi nous Ömer Taşpınar, qui est un chercheur au Brookings Institute et professeur de stratégie au National War College à Washington. Ömer est un observateur vraiment fin de la scène turque. On le suit, Denise aussi, je sais, le suit sur l'émission qu'il anime chaque semaine. Et son point de vue est toujours très intéressant, ses analyses sont intéressantes. Il va donc nous décrire un peu l'évolution de l'économie politique sous Erdogan, et puis nous dire un peu où on en est par rapport à l'importance de l'Union européenne. Est-ce que le projet
d'une adhésion, d'un rapprochement avec l'Union européenne est toujours d'actualité. Denise, elle aussi, qui dissèque l'économie turque et plus globalement celle de la région, va nous raconter comment on en est arrivé là, et elle va remettre tout ça dans une perspective géopolitique globale. Voilà, et ben je laisse la parole à Denise, et puis je vous retrouve après pour le bilan et puis les questions, qui j'espère seront nombreuses. Donc, Denise. Alors, donc, je vais essayer de partager mon écran. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que je suis sur le bon écran. Voyons. Oui, et hop. C'est là que je dois encore faire un petit truc, excusez-moi. Ça ne veut pas. Bon. Affichage. Ah, on a changé sans doute de version de PowerPoint, et ce qui nous pose un problème, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, la Turquie, comme disait Marie, hein, c'est au début des années 2000, hein, vers le milieu des années 2000 même, était devenue une sorte de bon élève de l'économie mondiale, un grand pays émergent en train de s'institutionnaliser. Et depuis, on a eu plein de déboires sur l'économie turque, en particulier avec l'impact de la politique sur l'économie turque. Mais quand on regarde juste un peu la carte des échanges turcs avant la crise Covid ou avant donc cette évidemment guerre en Ukraine, c'est une économie tout à fait bien centralisée dans l'économie mondiale, qui échange aussi bien avec, dans des volumes aussi importants avec les États-Unis. Là, vous avez le commerce de biens et de services, hein, et vous voyez les montants en millions de dollars. Et le montant échangé avec les États-Unis par la Turquie équivaut à le montant de la Chine. La Russie un peu plus important, mais donc il y a une centralité comme ça de la Turquie qui arrive à échanger avec les quatre coins du monde, mais évidemment sa zone de prédilection c'est l'Europe. Parce que quand on considère rien que l'Allemagne, c'est pratiquement 2 fois plus importante que la Chine, et chacun des pays, comme des grands pays d'Europe, comme le Royaume-Uni, là vous voyez pratiquement ça vaut les échanges du Royaume-Uni avec le Royaume-Uni de la Turquie, ça vaut ces échanges avec les États-Unis. Et donc la Turquie est bien insérée comme un grand pays, comme une puissance régionale qui a une portée mondiale dans ces échanges. Et avec, là on est en 2019, avec la crise de Covid, son insertion européenne va s'accentuer parce que les chaînes de valeur vont plus se régionaliser déjà avec les tendances protectionnistes au monde particulièrement flagrantes avec l'arrivée au pouvoir de Trump aux États-Unis, jadis. Et déjà, on avait une tendance à régionaliser les échanges en voyant un peu l'affrontement entre les États-Unis et la Chine et les diverses sanctions qui pouvaient tomber. Donc, les pays essayaient dans ces climats, sécuriser leur approvisionnement en plus régionalisant les chaînes de valeur. Et avec la crise ukrainienne, la question se pose en des termes carrément géopolitiques de bloc. Et dans ce contexte-là, la Turquie, qui fait partie d'un bloc, du seul bloc géopolitique institutionnalisé que l'OTAN, est dans une drôle de situation. Marie a très bien écrit dans un article récent que son président a essayé tant bien que mal gérer la situation et pour le moment il a essayé il a pas mal réussi parce que le pays n'applique pas les sanctions
qui ne sont pas prévues par l'ONU, mais prend position contre la Russie dans la guerre et essaie de réconcilier, de faciliter les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'elle peut tenir comme ça longtemps? Eh bien, du moment où la guerre prend du temps et qu'elle va s'installer et elle commence à devenir de plus en plus meurtrière et de plus en plus prévisible quant à l'utilisation des armes chimiques ou bien d'armes de petite portée, je ne sais pas comment exactement dire atomique, on ne peut pas savoir. En tout cas, hier, dans les perspectives, dans l'annonce des perspectives sur l'économie mondiale du FMI, le directeur des études de l'institution a dit la phrase suivante. Il a dit « La guerre a accru le risque d'une fragmentation plus durable de l'économie mondiale en blocs géopolitiques, s'appuyant sur des normes technologiques, des monnaies de réserve et des systèmes de paiement internationaux distincts. » Hein, évidemment, on imagine en bloc géopolitique, surtout deux, on imagine bien dans un bloc géopolitique autour des États-Unis et des Européens et avec des monnaies de réserve, surtout le dollar et l'euro, et leur système de compensation, comme donc système de paiement internationaux. Et un autre, qu'est-ce qui peut être seulement un bloc autour de la Chine. On ne sait pas quel bloc, parce que quel autre grand pays on pourrait imaginer une monnaie de réserve à part la Chine. Et en tout cas, on imagine donc quelque chose autour de la Chine et de la Russie, puisqu'on prononce ce mot, cette phrase dans un contexte de guerre, dans le contexte actuel de guerre. Alors donc, il dit un tel bouleversement tectonique entraînerait des pertes d'efficacité à long terme et accroîtrait la volatilité et serait source de graves difficultés pour le cadre fondé sur des règles qui a régi les relations internationales et économiques au cours des 75 dernières années. Alors, par là, qu'est-ce qu'on imagine? On imagine même jusqu'à l'ONU, toutes les institutions internationales. On aurait, je ne sais pas, 2 blocs, 3 blocs communs. Peut-être un bloc donc autour de l'OTAN, l'autre bloc autour de la Chine et de la Russie, et puis peut-être des pays pas tout à fait alignés à l'un ou à l'autre. Hein, on a une idée de bipolarité. Alors la Turquie, qui a une position centrale entre les deux blocs, qu'il a toujours eu, et ne va pas y échapper. Et elle va devoir peut-être choisir. Et dans ce cas-là, j'ai voulu un peu considérer le commerce turc depuis longtemps, donc depuis les années 60, là où j'ai pu remonter le plus possible avec les données de la base DOT du FMI. Et j'ai d'abord considéré la période de la guerre froide. Mes données donc, commencent à 60 et se terminent ici en 1991. Et j'ai un monde bipolaire, normalement. J'ai l'OTAN et ses partenaires. Dans les partenaires de l'OTAN, je mets donc les autres pays de l'Europe de l'Ouest qui ne font pas partie de l'OTAN. Mais aussi, je mets des pays comme le Japon, l'Australie. Donc, c'est des partenaires solides de l'OTAN. À cette période-là, à part la Turquie, qui est déjà là depuis 1952, tous sont des pays avancés. Et en face, j'ai la pacte de Varsovie, en rouge là. Ensuite, le reste des zones, Afrique et Moyen-Orient, Amérique latine, et d'autres pays d'Asie qui ne se trouvent pas ailleurs, là, dans ces deux pactes. Et le commerce turc, donc, a été quand même pratiquement, au début de ces années, pour 80% avec des pays de l'OTAN.
même si après ça a diminué, hein, c'est resté quand même très fort. Ça a diminué à un moment en raison de la guerre Irak et Iran, où la Turquie s'est beaucoup orientée en fournissant les deux pays à la fois. Mais après, une fois que la Turquie, à partir des années 1980, s'est beaucoup ouvert au commerce international, les pays de l'OTAN, les pays avancés, ont augmenté dans son commerce mondial. Après la chute du mur de Berlin, donc la Russie et la Chine et tout le monde a parlé d'un monde unipolaire. C'est le règne du capitalisme par rapport aux économies de marché, par rapport aux économies planifiées du pacte de Varsovie. Et nous n'avons pas de bloc en fait. On a un bloc géopolitique vraiment. L'OTAN existe, se demande sans doute des questions d'existence vis-à-vis de qui ce bloc existe. Mais on a par ailleurs les pays de la communauté indépendante, communauté des États indépendants autour de la Russie. Hein, c'est un peu l'ancien ex-Union soviétique, à part les pays baltiques. Et les autres qui ont rejoint donc l'Europe, les économies libérales de l'Europe, à part ça. Et là, dans le commerce de la Turquie, c'est peut-être seulement 7%, mais c'est important quand même, on verra tout à l'heure, parce que dans le commerce mondial, la part de la CEI n'a pas été grand-chose. Bon, la Turquie a toujours continué à échanger d'une manière importante avec sa zone proche, Afrique et Moyen-Orient. Et alors maintenant, on se trouve avant la guerre, juste, donc mes données vont jusqu'en 2000, ici on considère de 2001 jusqu'en 2020. Comme bloc, j'ai eu peut-être la mauvaise idée, mais en tout cas j'ai pris de prendre l'Organisation de coopération de Shanghai. Est-ce que vous le voyez que par exemple avec les États-Unis, c'est aussi important que la Chine, les échanges de la Turquie, ou bien avec la Russie. Mais le plus important, c'est l'Europe, c'est ce que je vous disais. Ensuite, donc, nous sommes arrivés après la phrase du directeur des études du FMI qui nous parle maintenant, qui s'inquiète d'une fragmentation plus durable de l'économie mondiale en bloc géopolitique. J'étais en train d'imaginer pour la Turquie, qu'est-ce que ça peut être pour son commerce, les blocs par zone géopolitique. Et donc, je suis remontée il y a longtemps pour voir ce qui s'était passé dans l'histoire, voir la guerre froide et le monde bipolaire, et ensuite ce monde unipolaire. Et donc, j'étais arrivée à l'émergence, à l'époque de l'émergence de la Chine, et qui nous a amené l'époque actuelle du monde multipolaire où la Turquie échange toujours beaucoup avec les pays de l'OTAN qui sont en bleu ici. C'est pratiquement 60% de ces échanges, 58% de ces échanges. Mais si moi je considère maintenant comme bloc, c'est peut-être institutionnellement une coquille vide, mais organisation de coopération de Shanghai, si je considère ça comme bloc, parce qu'il y a la Chine dedans comme pays fondateur, avec la Russie. Mais aussi, j'ai l'Iran, l'Inde, le Pakistan et quelques pays partenaires. Et même la Turquie a une forme de statut d'observateur dans cette organisation-là, sans en être membre. Je vois que la part avec la Chine surtout et la Russie, la part des pays de l'organisation de Shanghai est importante pour la Turquie. Mais ce n'est pas de nature à remplacer l'OTAN et ses partenaires. Et si je considérais le poids de ces zones, de ces blocs ou de ces zones géographiques dans le commerce mondial, si je divisais, je comparais l'importance dans les échanges turcs par rapport de ces pôles
par rapport à leur importance dans le commerce mondial, dans les 3 périodes, c'est une intensité relative que je regarde, je vois qu'à chaque coup, au moment de la guerre froide, avec la pacte de Varsovie et avec les pays de l'Afrique du Moyen-Orient, la Turquie a, disons, eu à la fin de la période 3 fois plus d'échanges que le poids de ces zones-là dans le commerce mondial. Tandis qu'avec l'OTAN était déjà important dans le commerce mondial. Bref, quand j'arrive à la période multipolaire, je vois que la Turquie échange avec l'OTAN et l'organisation les pays de l'organisation de Shanghai d'une manière aussi importante que leur commerce que leur poids dans le commerce mondial. Sauf avec Afrique et Moyen-Orient où il y a cette zone ressort particulièrement spécifiquement pour la Turquie. Alors, Denise, attention, plus que 10 minutes. Plus que 10 minutes. Ce que je voulais vous dire, donc, du coup, on reviendra sur les problèmes de l'économie turque plus tard, mais pour terminer par ma réflexion, si le monde devait se fragmenter à la suite de l'évolution de cette guerre, si on allait vers des échanges par bloc, j'ai voulu voir ensuite qu'est-ce que ça donne dans le monde, vraiment, le poids de ces zones-là. Quand je prends le bloc OTAN et partenaires, ça fait dans le commerce mondial quelque chose comme 62% des échanges du commerce mondial. C'est un bloc qui échange beaucoup au sein même de sa région. Les échanges transatlantiques sont énormes et en particulier les échanges au sein de l'Europe sont énormes. Aujourd'hui, le commerce intra-européen est 2 fois plus important que le commerce des pays européens avec le reste du monde. Donc, dans cette énormité de la place dans le commerce mondial des pays de l'OTAN, compte beaucoup leur commerce mutuel entre eux. D'ailleurs, quand on regarde les grands pays de l'OTAN que j'ai mis ici, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, les États-Unis, dans chacun d'eux, c'est quand même assez frappant, la France échange, export, import confondu, pour plus de 80% de ces échanges se fait avec les pays de l'OTAN. L'Allemagne, pareil. Le Royaume-Uni, un peu moins. La Turquie, on a vu tout à l'heure, c'était donc proche de 60%. Les États-Unis, encore moins. Pourquoi les États-Unis, c'est un peu moins, un peu plus 52? Parce que les États-Unis échangent beaucoup, d'une part avec la Chine, qui est dans l'Organisation de coopération de Shanghai, et avec les pays d'Amérique latine, en particulier ici le Mexique. Lorsqu'on regarde les autres pays qui vont être finalement dans l'autre bloc, hein, dans l'autre bloc antagoniste. Donc j'ai la Russie qui échange plus avec les pays de l'OTAN qu'avec l'organisation de Shanghai. Et la Chine, idem. L'Inde, idem, mais c'est moins que les 2 autres. On pourrait revenir là-dessus, mais déjà, il y a une idée que si jamais dans l'immédiat, dans le court terme, au moyen terme, si on allait vers un bloc à cause d'une crise énorme, eh ben, l'OTAN pourrait s'en sortir un peu en organisant des échanges. Mais il faudrait quand même faire avec les pays un peu non alignés, hein, les pays où il y a quand même les matières premières, comme en Afrique et Moyen-Orient, et en partie peut-être en Asie. Et donc l'importance des non alignés. Et lorsqu'on considère aussi, imaginez plus long terme en prenant d'autres agrégats qui sont plus stables dans le temps, en prenant le PIB et la population, on voit que la part de l'OTAN, même si c'est important, ça pèse maintenant moins que 50% du PIB mondial, hein, tandis que juste au début des années 2000, on était à 60%.
Tandis qu'en termes de population, c'est une petite chose. L'OTAN et ses partenaires, ils pèsent uniquement 6%. C'est-à-dire, dans le long terme, eh bien, cet arrangement par bloc, de toute façon, ce sera embêtant. Enfin, ce ne sera pas surmontable pour les pays de l'OTAN. Et la Turquie dans tout ça, pour revenir à notre sujet de départ, alors la Turquie, moi j'estime qu'en cas de choix imposés, notamment d'imposition des sanctions, la Turquie ne peut pas faire autrement que d'être carrément du côté de l'OTAN et de devoir un jour ou l'autre appliquer, même si c'est très difficile économiquement pour elle, les sanctions. Or, la Turquie ne s'est pas donné les moyens vraiment d'avoir une autonomie dans ce cas-là. Quand bien même qu'elle n'appliquait pas les sanctions, elle serait obligée aussi, pas uniquement pour le commerce, pour sa situation macroéconomique actuellement. Et Marie, il me reste combien de temps? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui, Ce que je voulais vous dire, c'est que si la Turquie est devenue dans le sillage, donc dans les années, à partir du début des années 2000, dans le sillage de figure de proue des grands émergents, la Chine qui est maintenant une superpuissance, que la Turquie ait pu venir une grande force régionale en Eurasie, c'est parce que elle a aussi pu mener des politiques qui a institutionnalisé, des politiques économiques, qui a institutionnalisé son économie avec des autorités de régulation indépendantes. Et peu à peu, en particulier à partir des années 2000, comme beaucoup d'entre vous savez, la Turquie est devenue de plus en plus autocratique dans sa gestion politique. Et l'acmé étant la présidentialisation du système en 2018, où le président a littéralement concentré tous les pouvoirs dans son main. Dans le domaine économique, on a pu le sentir assez rapidement lors d'une crise avec les États-Unis, qui s'est transformée donc, en crise de taux de change dans un premier temps où le taux de change de la livre turque s'est beaucoup évalué. Du coup, on a dû augmenter. Il y avait une fuite des capitaux depuis la Turquie, des taux d'intérêt. Mais depuis ce moment-là, on n'est jamais resté dans une économie institutionnalisée, gérée par des pouvoirs de gouvernance indépendante, mais gérée uniquement par un nombre limité de gens, et en particulier par le président de la République. Et la gouvernance économique turque, la politique monétaire, c'est assez emblématique à cet égard. Hein. Dans tous les domaines, on a observé des dérives, mais dans la politique monétaire, la gouvernance économique turque a essayé vraiment de lutter contre le théorème de Mundell. C'est vraiment les impossibilités par exemple, d'avoir à la fois des taux de change fixes, un taux d'intérêt fixe et la liberté des mouvements de capitaux. À un moment ou à un autre, on n'a plus de gouvernement, je ne sais pas comment expliquer, on a un gouvernement effectivement, mais ce n'est pas à l'ancienne, mais en tout cas, la présidence est intervenue pour pouvoir soit jouer sur l'un, soit jouer sur l'autre, pour toujours même essayer de les contrôler les trois à la fois. Et depuis l'automne, voilà, conclusion, depuis l'automne dernier, vraiment, il essaie de contrôler les trois à la fois, et notre inflation en Turquie est devenue l'un des plus élevés au monde. Là, vous voyez, là, c'est ici, donc c'est parmi la couleur la plus chaude, les plus élevées. Et par ailleurs,
puisqu'on a épuisé toutes nos réserves de change, tout ça, je reviendrai là-dessus s'il y a des questions, le prime de risque du pays est devenu extrêmement élevé et c'est très difficile pour la Turquie de se financer. Donc, en tout cas, Ömer vous parlera sans doute. La Turquie a quelques avantages peut-être à revenir dans le monde institutionnalisé avec les pays avancés de l'OTAN que d'aller rejoindre un autre bloc. Merci. Merci Denise, merci. C'est donc ça nous met directement maintenant sur l'intervention de Ömer, qui va donc plus nous parler en détail de comment on est arrivé là, hein, comment en 20 ans, Erdogan, en quelque sorte, comme l'a rappelé Denise, il a cassé les institutions, la Banque centrale, le ministère des Finances, cassé la confiance aussi, et que finalement, cette crise monétaire est beaucoup de son fait. Et donc, alors, y a-t-il un modèle Erdogan? Est-il possible d'en sortir? Quelle est la part, par exemple, dans les exportations, la part des exportations de haute technologie, quelles sont ces exportations, vers quel modèle politique on va? Donc, Ömer va nous éclairer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez m'entendre? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Denise, pour votre présentation. Donc, je vais essayer de parler de 3 sujets. Et je vais commencer avec l'économie. Je vais essayer d'expliquer pourquoi aujourd'hui, en 2022, Erdogan est, selon les sondages, a toujours, selon les sondages, une chance de gagner les élections. Et, il y a apparemment 40%, au moins 40% de l'électorat qui peut voter, qui voudrait voter pour son parti politique. Il peut également gagner la présidentielle si le chef de l'opposition du parti républicain kémaliste, Kılıçdaroğlu, est candidat. Donc, il y a un grand paradoxe, étant donné la situation économique en Turquie, avec l'inflation de 70%, qui est probablement beaucoup plus haute, un chômage de 15% qui est probablement beaucoup plus haut, surtout parmi les jeunes. Étant donné tous ces problèmes structurels économiques, pourquoi les Turcs n'ont pas vraiment un grand projet alternatif à Erdogan? Donc je dois aussi parler un peu de l'opposition, donc je vais aussi parler de l'opposition, mais je vais commencer avec l'économie, essayer d'expliquer un peu le succès d'Erdogan, pourquoi il y a pas mal de gens qui toujours supportent son parti. Je vais aussi parler un peu de la politique étrangère, comment Erdogan gère la situation. Il y a un certain offensive de charme en ce moment avec beaucoup de pays avec lesquels Turquie avait de grands problèmes comme l'Israël, l'Égypte. Il y a une offensive de charme avec l'Union européenne également. On va voir, même avec les États-Unis, on va voir si ça va donner des résultats concrets. Mais finalement, je vais conclure avec ce que je pense de l'opposition en Turquie et pourquoi l'opposition n'arrive pas vraiment à présenter une alternative à Erdogan. Donc, si on commence avec l'économie, il faut vraiment commencer avec la décennie perdue de la Turquie. Et la décennie perdue de la Turquie, ce n'est pas vraiment la décennie de 2010 à 2020. En vérité, elle est perdue, cette dernière décennie. Il y a eu de grands problèmes. Mais la vraie décennie perdue, pour comprendre Erdogan, c'est les années 90. C'est les années 90 pendant lesquelles on avait un problème d'inflation en Turquie, de moyenne de 70%, 80%. On n'avait pas un taux de croissance vraiment très élevé. Il y avait des partis en coalition et il n'y avait pas de stabilité politique. La Turquie n'arrivait pas à recevoir des investissements étrangers directs. Il y avait de grands problèmes avec l'Union européenne pendant les années 90
Et tout le monde se rappelle du grand tremblement de terre en Turquie, le grand séisme de 1999 et le grand tremblement de terre, le séisme politique en 2001, avec vraiment l'économie qui a touché le fond en 2001. Et le FMI est venu en Turquie avec un programme de restructuration. C'était les années de Kemal Dervish, qui était comme technocrate en charge des finances de l'économie. Et Erdogan, après avoir gagné les élections en 2002, a hérité ce programme de FMI qui était basé sur un système de réformes fiscales, des réformes structurelles, et l'inflation a été contrôlée, le taux de croissance est revenu, et pendant les 10 premières années, Erdogan a vraiment géré l'économie grâce à son entourage, grâce à des gens qui pouvaient vraiment lui parler, qui pouvaient vraiment lui conseiller. Il a créé cette situation pendant à peu près les 10 premières années de son pouvoir politique. Le pouvoir d'achat de la Turquie s'est triplé. Il y a eu un grand assaut pour les grands projets publics, le secteur de construction, tous ces points fondamentaux de l'économie turque montraient que les choses allaient très bien. Et en vérité, ceci était très intimement lié au processus de l'adhésion à l'Union européenne. La Turquie, en 2005, avait commencé le processus d'adhésion à l'Union européenne, et le taux d'investissement étranger direct en 2007 était à peu près à 20 milliards de dollars. En 2020, après 13 ans, en 2020, ce taux, ce nombre est de 5 milliards de dollars seulement. Et aujourd'hui, c'est encore moins. Donc, ceci montre que pour la Turquie, ce grand miracle économique de la Turquie sous Erdogan, c'était vraiment le processus de l'adhésion à l'Union européenne. C'était un processus pendant lequel les institutions de la Turquie, la gouvernance de la Turquie, en général, le taux de croissance de la Turquie était à un niveau très respectable. Et ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, est une autre décennie perdue. Et cette décennie perdue, c'est une décennie perdue à cause, je pense, de l'orgueil d'Erdogan. On a témoigné à la personnalisation du pouvoir et aussi à une centralisation du système turc avec un système hyper présidentiel qui n'aurait pas pu être possible sans le coup d'État manqué de 2016, après laquelle Erdogan a vraiment mis fin à l'état de droit en Turquie. Le terme que Deniz a utilisé, de désinstitutionnalisation, les institutions qui n'existent plus maintenant, explique beaucoup sur le grand problème de la Turquie. Donc, c'est un problème qu'on peut expliquer avec un grand... on peut focuser sur Erdogan, mais aussi, il faut comprendre que Erdogan, dans les 10 dernières années, a créé cette personnalisation du pouvoir. Tous les gens qui pouvaient lui balancer avec des institutions ou des systèmes de frein ou de contrepoids sont disparus. Il n'y a plus Abdullah Gül, il n'y a plus Davutoglu, il n'y a plus tous les grands poids, tous les grands noms de l'AKP, du parti qu'il est le fondateur. Il s'est entouré des gens qui n'arrivent pas vraiment à parler à Erdogan. Et il y a un grand disconnect, il y a un grand écalage entre ce que Erdogan veut voir et la vérité de la Turquie. Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens n'apprécient pas
toutes les choses qu'il a fait pour la Turquie pendant ces 20 derniers ans. Et il a toujours dans la tête, Erdogan, ce décennie perdue des années 90, après laquelle il y a eu ce grand élan économique. Le pouvoir d'achat, comme je vous ai dit, a été monté était triplé. Donc, il veut rappeler à tous les gens, surtout aux gens qui ont voté pour l'AKP pendant ces 20 dernières années, que la Turquie qu'il a hérité en 90 et la Turquie d'aujourd'hui sont deux pays très différents. Malgré les problèmes économiques que la Turquie a aujourd'hui, il pense que ce qu'il a fait dans ces 20 dernières années légitimise son pouvoir et il n'arrive pas à comprendre pourquoi, surtout les jeunes, la génération jeune de la Turquie, ne comprend pas qu'il est le père fondateur de cette nouvelle Turquie. Alors ça, c'est important à comprendre parce que c'est aussi lié d'une façon très directe à l'Union européenne. Si la Turquie a perdu sa vision de l'Union européenne, c'est parce qu'il y a eu des grands problèmes au niveau, bien sûr, géopolitique. Il y a eu des grands problèmes au niveau de la démocratie de la Turquie. Mais en vérité, je pense personnellement que c'est très difficile pour la Turquie de retrouver un grand taux de croissance économique avec productivité, avec gouvernance, avec les institutions, sans vraiment sans vraiment la possibilité de la Turquie à recommencer le processus d'adhésion à l'Union européenne. Et la situation en Ukraine, le fait que l'Union européenne va essayer maintenant de voir quel genre de mesures, quel genre de potentiel existe pour l'adhésion à long terme, évidemment, de l'Ukraine à l'Union européenne, ceci peut donner aussi un sort d'opportunité pour la Turquie de recommencer les choses avec l'Union européenne. Chaque fois qu'en Allemagne, on a un parti de gauche au pouvoir avec un parti vert, on a en général une autre dynamique dans les relations germano-turques. Donc, il faut suivre vraiment ce qui se passe en Allemagne pour comprendre si l'Allemagne va réévaluer sa position sur la Turquie et peut convaincre la France, peut convaincre les autres pays de l'Union européenne qui sont bien sûr contre la Turquie en ce moment, à réévaluer, à repenser, à contextualiser un peu, surtout au niveau des besoins d'énergie, des routes d'énergie de l'Union européenne, si la Turquie peut recommencer avec l'Union européenne. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il est important aussi de comprendre que les relations de la Turquie avec la Russie ne sont pas des relations stratégiques vraiment basées sur des intérêts communs. La Turquie partage toujours avec l'Occident, surtout avec les États-Unis, un certain vision de sa région, surtout la mer Noire, mais aussi au niveau de l'Asie centrale, de la Caucasie, des Balkans. Je pense qu'il y a beaucoup plus en commun entre Washington et Ankara qu'entre Moscou et Ankara. Donc, la crise d'Ukraine présente également une opportunité pour recentraliser les relations de la Turquie avec les États-Unis. Et je pense que le centre de gravité des relations turco-américaines, après la guerre froide, elle était passée au Moyen-Orient et elle est en train de passer maintenant du Moyen-Orient à l'Europe. La guerre d'Ukraine, la position de la Russie peut créer une dynamique, un nouveau paradigme dans les relations turco-américaines si on peut retrouver un peu la vision d'un menace commun. La vision d'un menace commun qui était l'Empire soviétique pendant la guerre froide. Et si la Russie redevient vraiment un grand danger pour
cette région pour la région dans laquelle la Turquie se trouve, la mer Noire, l'Asie centrale, la Caucasie. Il se peut qu'on peut retourner à des dynamiques de guerre froide pendant laquelle la Turquie et les États-Unis avaient un centre de gravité, pas au Moyen-Orient, mais surtout focalisé en Europe. Et le Moyen-Orient n'était pas vraiment un endroit, une région où la Turquie et les États-Unis pouvaient vraiment faire politique commune, parce qu'il y avait le problème kurde, surtout à l'Irak et en Syrie, qui a créé qui est devenu un cauchemar dans les relations entre Washington et Ankara, parce que surtout en Syrie, les États-Unis, le Pentagone a décidé de faire la lutte contre l'État islamique avec un milice kurde que la Turquie considère logiquement comme un bras du parti PKK qui est considéré comme un parti terroriste. Donc, si le centre de gravité des relations entre la Turquie et les États-Unis passe du Moyen-Orient à l'Europe, je pense qu'il y a un potentiel pour l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Turquie également. Finalement, quelques mots sur l'opposition. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à créer un slogan, n'arrive pas à vraiment projeter une vision alternative de l'économie? Alors, il y a deux raisons. Et deux raisons structurelles. La première, c'est que l'opposition n'arrive pas à vraiment trouver un alternatif politique qui peut convaincre les électeurs qu'il y a des solutions faciles à ce qui se passe, à ce qui se passe. Donc, dire aux Turcs, vous savez, on va hériter un grand problème avec l'inflation, il va falloir rétablir la discipline fiscale. Donc, on va abaisser le taux de croissance, on va augmenter les taux d'intérêt. Ce n'est pas vraiment un slogan, ce n'est pas vraiment un programme populiste. Et ce que les gens veulent entendre maintenant, c'est vraiment l'espoir que l'économie va fonctionner, que l'inflation va tomber, que les taux d'intérêt maintenant qui sont très bas ne seront pas élevés et qu'il y aura une solution magique peut-être au chômage, etc. Il n'y a pas vraiment de solution magique à ce qui va guérir l'économie en Turquie. Il va falloir des réformes structurelles et je pense que l'opposition sait qu'il va falloir des grandes réformes structurelles, mais il n'arrive pas à communiquer l'espoir de changement, l'espoir de croissance que les électeurs veulent entendre. Et l'opposition est bien sûr très divisée. Il y a 6 partis qui essayent de trouver un slogan en commun. Et le slogan qu'ils ont trouvé en commun, c'est le retour à un système parlementaire. Et le retour à un système parlementaire, ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut exciter, qui peut vraiment mobiliser la base des électeurs. Bien sûr qu'il faut retourner à un système parlementaire pour institutionnaliser la Turquie, pour remettre en place le système des freins et des contrepoids, l'état de droit, etc. Il y a eu trop de centralisation, mais ça, c'est quelque chose à long terme. On ne peut pas vraiment faire ça, considérer ça comme le plus grand changement que la Turquie a besoin. Et la deuxième raison pour laquelle l'opposition n'arrive pas à vraiment mobiliser, c'est parce qu'ils ont un problème avec le parti kurde en Turquie. Le parti kurde qui est le leader du parti maintenant est en prison, Selahattin Demirtas, est considéré comme le bras politique de l'organisation terroriste PKK. Donc, les kémalistes, la gauche laïque de la Turquie, ou bien les nationalistes républicains de e-party représentés par Meral Akşener, n'arrivent pas vraiment à imaginer, visualiser une coalition avec le parti kurde. Et le parti kurde en Turquie représente en ce moment au moins 10%, probablement entre 10 à 15%. Vous ne pouvez pas gagner une élection en Turquie, vous ne pouvez pas gagner la présidentielle, vous ne pouvez pas gagner
le Parlement en, sans vraiment comprendre l'importance de ce poids politique. Donc, c'est presque aveugle pour le centre du parti républicain, les kémalistes et les républicains nationaux, Meral Akşener, d'ignorer, de ne pas comprendre le pouvoir du parti kurde en Turquie. Et finalement, je vais conclure en disant qu'il faut vraiment créer une alternative à Erdogan avec un consensus sur le nom qui va devenir le représentant de l'opposition. L'opposition est divisée. Le maire d'Istanbul, İmamoğlu, est charismatique. Meral Akşener est charismatique. Le maire de Ankara, Mansur Yavaş, apparaît charismatique. Mais si l'opposition décide de rentrer aux élections avec le leader du parti kémaliste du peuple républicain, dans ce cas-là, je pense qu'avec ce leader, avec Kılıçdaroğlu, qui est, à mon avis, quelqu'un de très bien, quelqu'un qui a une vision pour la Turquie, mais malheureusement, il n'est pas un orateur charismatique. Malheureusement, c'est quelqu'un qui vient d'un parti assez bureaucratique, et il a un passé bureaucratique. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'à cause de son identité comme Alevi, ou bien de son identité ethnique, qu'il essaye de ne pas trop en parler, il est kurde et il est Alevi, Erdogan peut gagner les élections très facilement, je pense, contre Kılıçdaroğlu. Il aura beaucoup plus de mal à gagner contre le maire d'Istanbul, ou bien Meral Akşener, ou bien Mansur Yavaş. Et l'opposition doit vraiment s'unifier contre Erdogan en créant ce consensus pour un candidat. Et le fait qu'il n'y a pas encore un candidat qui unit l'opposition explique peut-être pourquoi les gens pensent que Erdogan n'a pas vraiment un grand alternatif en Turquie. Très bien, merci Omar, c'est très intéressant. J'ai déjà des questions, notamment une question de Denis Verret pour vous, puis ensuite j'aurai une question pour Denise. Comment Erdogan pourra-t-il se sortir du piège dans lequel il s'est mis lui-même avec l'acquisition des S-400 en créant une crise de confiance durable avec les États-Unis et avec l'Europe? Vous nous avez expliqué que finalement l'alliance avec la Russie, c'était une alliance de circonstances plutôt. Mais il a quand même il était quand même allé acheter sa défense antiaérienne chez l'adversaire de l'OTAN. Aujourd'hui, c'est quand même un gros problème dans la relation turco-américaine. C'est vrai, c'est un grand problème. Selon la Maison-Blanche, selon l'administration de Joe Biden, c'est le plus grand problème dans les relations parce qu'en ce moment, la Turquie, la défense, le secteur des défenses est sanctionné par les États-Unis. Et la grande question, c'est si la Turquie pourrait acheter pas les F-35, de laquelle a été rejeté, mais les F-16. Et si la Turquie n'arrive pas à acheter les F-16 à cause du Congrès américain qui peut toujours jouer la carte du veto, et dans ce cas-là, il y aura de grands problèmes au niveau d'alternatifs aux F-16 parce que l'armée turque est une armée qui dépend de l'OTAN. Et bien sûr, il y a eu de grandes réformes au niveau de l'industrie militaire en Turquie, mais sans trouver une solution à ce problème des S-400, on ne peut pas vraiment normaliser les relations entre les États-Unis et la Turquie. Malheureusement, on est à ce point-là. Et il faut comprendre que la raison pour laquelle la Turquie a acheté les S-400 était très liée au problème en Syrie.
sans vraiment acheter les S-400, je ne pense pas que Erdogan aurait pu recevoir le droit de passage, the green light, le feu vert de Poutine pour aller pour les incursions militaires en Syrie du Nord. D'ailleurs, Omar, à votre avis, les S-400, ils doivent aller où? Où est-ce qu'on pourrait les mettre? Face à la Grèce, face à l'Iran, face à... Alors, selon les Américains, ils doivent aller dans leur box, ils doivent rester dans leur box et probablement l'endroit où le box doit se mettre, c'est la base américaine, la base turco-américaine de Incirlik, où les autorités américaines pourraient avoir accès aux S-400 parce qu'ils sont assez curieux de cette technologie. Mais j'entends beaucoup de gens à Washington qui pensent que l'achat de S-400 était aussi lié au coup d'État militaire et que Erdogan veut utiliser les S-400 pour la protection de son palais présidentiel parce qu'il avait peur toujours d'un autre coup d'État militaire. Donc, je ne sais pas si c'est le cas parce que je pense que Erdogan aujourd'hui contrôle d'une façon très forte l'armée turque, mais en vérité, c'est pas un système normalement qu'un pays de l'OTAN doit acheter parce que l'aspect stratégique. On comprend, bien sûr, bien sûr. C'est seulement contre des avions F-35, F-16 qu'ils sont plus efficaces. La Turquie avait d'autres alternatives beaucoup plus, qui d'une façon beaucoup plus stratégique aux S-400. Merci Omer. Maintenant, une question pour Denise. Où en est-on en matière de contrôle liberté des mouvements de capitaux en Turquie et de risques associés de fuite des capitaux en période de très forte inflation? Alors, on a les capitaux étrangers, comme disait Omer, déjà en termes d'investissement direct, il y en a vraiment très peu actuellement. Et en ce qui concerne aussi des investissements de portefeuille aussi, se sont extrêmement rarifiés en Turquie. Mais ce qui peut se sauver, ce sont les capitaux turcs qui pourraient aller à l'extérieur, puisqu'on a un compte de capital libre depuis 1989. Alors, on a commencé donc déjà par des interventions des pouvoirs publics. Déjà, on essaie de maîtriser et les taux d'intérêt et le taux de change turc. Ça, là, on essaie de vendre ça par des banques publiques, par la porte arrière, comme on dit, des dollars qu'on n'a pas, mais qu'on obtient par des opérations de swap auprès des pays comme Qatar, Chine, tout ça, pour soutenir la monnaie turque. Et aussi, maintenant, on a commencé à faire pression, enfin légalement carrément, les exportateurs installés en Turquie doivent mettre, je crois, 40% de leurs recettes directement, doivent transformer auprès de la Banque centrale, échanger leurs recettes en devises lourdes, donc en monnaie turque. Et ce n'est pas que des exportateurs de biens, c'est pareil pour les services. Du coup, tout ce qui est tourisme en Turquie aussi. Cela s'apparente, puisqu'il y a ensuite, en particulier, les industriels, qui sont souvent des transformateurs. Ils importent des biens intermédiaires pour pouvoir exporter des biens finis. Donc, déjà, ils ont besoin des devises pour pouvoir continuer à produire. Et ça leur coûte trop cher, donc de devoir passer, ça ralentit les opérations, et en plus, l'écart entre le taux à l'achat et le taux à la vente étant en leur défaveur, ça leur coûte beaucoup d'argent. Et c'est une forme de contrôle de capitaux vis-à-vis des Turcs.
Alors, ce que fait la Turquie est menacée d'une grave crise de balance de paiement. Parce que l'une des raisons, tout à l'heure, je vous ai montré mon graphique. Je ne sais pas si ça marcherait si je remonte maintenant. On a est-ce que vous voyez l'écran cette fois-ci? Oui. Voilà. Oui. On a un grand écart là entre l'inflation pour les produits de consommation de 61% au mois de mars, là, ce mois de mars, et le taux d'intérêt commercial qui est un chouïa plus élevé que le taux directeur de la Banque centrale, mais on est parmi les pays au monde qui donnent le plus d'intérêt négatif. La livre turque n'a aucune capacité d'instrument d'épargne actuellement. Et pour que le dollar n'augmente pas, vous voyez, depuis l'automne, ils essaient de fixer aussi le taux de change dollar avec des interventions sur les marchés de change. Le gouvernement a mis en place des comptes de relativement court terme qui vont de 3 à 12 mois qui sont indexés au dollar. En gros, non, on n'augmente pas les taux d'intérêt, mais en réalité, si vous mettez sur ces comptes indexés vos livres turcs ou bien vous transformez, vous échangez vos dollars, parce que la Turquie est un pays dollarisé, hein, 60% des dépôts sont en dollars. Donc, vos dollars en livres turcs, nous, on vous indexe vraiment à la valeur que ce compte aurait en dollars. Et l'écart entre la banque va payer, disons, aux clients 17%, mais le Trésor public va payer l'écart entre le gain futur de dollars et c'est 17%. C'est un coût énorme. Pour finir, du coup, en ce moment, la Turquie peut avoir un endettement public hors norme qui peut se traduire par une crise de balance de paiement. D'accord. Maintenant, une question pour Ömer. Craignez-vous qu'un jusqu'au boutisme et une surenchère menant à une crise économique profonde avant les élections de juin 2023 ou d'une non-reconnaissance par le président et l'AKP d'une éventuelle défaite dans les urnes? Est-ce qu'il serait possible, ici on parle souvent de ça, on dit mais jamais Erdogan, même s'il devait être défait dans les urnes, il n'acceptera jamais sa défaite. Qu'est-ce que vous en pensez, Ömer? C'est une question légitime. Il faut vraiment penser sur ces scénarios-là. Ce qui s'est passé à Istanbul en 2019 avec l'élection locale municipalité, on a vu que si l'opposition gagne avec un grand écart, il est beaucoup plus difficile pour Erdogan de faire des magouilles électorales. Mais un processus dans lequel les électeurs votent pour l'AKP dans les 50% et l'autre parti gagne 49%, etc. Si c'est trop près comme résultat, il y a toujours ce risque, à mon avis. Il y a aussi l'exemple de la Hongrie qu'on peut voir, ce qu'a fait Orbán. Il peut toujours essayer de changer le système et préparer vraiment les conditions après lesquelles il ne va pas avoir besoin de vraiment engager à tous ces trucages électoraux. Il peut gagner en criminalisant le parti kurde, il peut gagner en changeant le système électoral comme il est en train de le faire, il peut gagner en contrôlant les médias, l'information, etc. Donc, c'est vrai que ce question des élections en Turquie, est-ce qu'ils sont toujours libres et justes, free and fair, comme les disent les Anglais, les Américains? J'ai tendance à dire que les élections en Turquie ne sont pas fair, ne sont pas justes. Et on peut dire que c'est relativement free parce qu'il y a une opposition. La Turquie n'est pas une dictature, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie. Dans les dictatures, on n'a pas de question vraiment si
le parti en pouvoir va gagner ou non. Erdogan peut perdre l'élection. Logiquement, il doit perdre l'élection avec cette performance économique, mais tout dépend de la performance de l'opposition. Si l'opposition gagne avec un écart de 5%, 6%, 10%, c'est impossible pour Erdogan de rester au pouvoir. D'accord, entendu. Alors, une autre question, encore pour Ömer, une question sur l'orientation internationale de la Turquie. C'est une question qui dit que la Turquie, finalement, arrive toujours à trouver le bon chemin. Enfin, il y a des crises comme ça, hein, on l'a vu, la crise à Chypre en 2003, etc. La Turquie s'est opposée à ce que les Américains traversent son territoire pour intervenir en Irak, etc. Et finalement, bon, après, ils retrouvent un peu ils reviennent à leurs anciennes amours. Alors, dans une perspective d'histoire de longue durée, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est dans la bonne voie en ce moment? Est-ce que ce rapprochement-là qu'on a vu depuis la guerre en Ukraine, et puis aussi, vous l'avez dit, hein, elle essaie quand même de recoller les morceaux du vase qu'elle a elle-même cassé, avec l'Égypte, Israël, voire peut-être même la Syrie, qui sait, Erdogan vient d'avoir des propos sur les réfugiés syriens, hein, qui sont quand même 3 700 000 en Turquie, ce qui est énorme. Il vient de dire que ça serait possible que la Turquie songe à leur retour en Syrie plus que jamais. Donc c'est probablement aussi un impératif électoral, ça, parce que les réfugiés, c'est devenu quelque chose de très sensible, un sujet sensible et assez impopulaire. Bon, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est dans la bonne voie là, C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et en général, je ne suis pas historien, mais j'aime établir une continuité dans mon analyse de la Turquie. Et la continuité, c'est en général la continuité des institutions en Turquie. Et l'armée turque, la bureaucratie turque, les institutions de l'État faisaient partie de cette continuité. Aujourd'hui, on a une situation assez différente en Turquie. Comme j'essayais d'expliquer, on a une centralisation du système et on a une personnalisation du pouvoir qui est très différent de ce qu'on a connu pendant la République, pendant les décennies de la guerre froide ou bien même des années 90. C'est la première fois depuis Atatürk qu'on a une telle personnalisation du pouvoir et une centralisation du système. Les institutions ne travaillent plus. Donc, tout dépend en général d'un homme. Et j'ai juste dit que ce n'était pas une dictature. Ce n'est pas une dictature parce qu'on a toujours des élections en Turquie. Et ce n'est pas une dictature parce que tout dépend de l'économie. Si cet homme devient vraiment coupable et les gens pensent que c'est à cause de lui qu'on a cet effondrement économique, qu'on a tous ces problèmes, il y aura un alternatif. Mais même si on considère que Erdogan est l'homme qu'on doit analyser, cet homme politique, Erdogan, quand on le voit dans les 2 décennies qu'il a représenté en pouvoir en Turquie, on peut dire qu'il est aussi, il a des aspects idéologues, mais il a aussi des aspects pragmatiques. Il comprend le pouvoir. Il est très transaction-oriented, transactional politician, transactional, une vision transactionnelle. Donc, il peut vraiment, comme un homme d'État du 19e siècle, voir que le pouvoir est en train de changer en Europe. La Russie devient un grand problème pour l'Europe. Et c'est pour ça que j'ai l'espoir que Erdogan, s'il comprend un peu les enjeux stratégiques, il se peut présenter comme quelqu'un qui peut travailler avec l'Occident au niveau de questions de l'énergie, parce que la question de la dépendance de l'Europe des réseaux d'énergie russes est très important. Et la Turquie
veut se présenter comme alternatif avec les réseaux, les pipelines qui viennent de l'Asie centrale, de la Caucase, etc., le East-West Corridor, le corridor de l'ouest à l'est. Bien sûr, il y a également la Méditerranée orientale, la question si la Turquie peut travailler avec Israël, l'Égypte, etc. Et si l'Allemagne, c'est pour ça que j'ai présenté une vision dans laquelle l'Allemagne commence à prendre au sérieux ce problème de dépendance à la Russie et commence à imaginer une Europe où il faut trouver une alternative. Et si le pays de l'Ukraine de l'Ouest, disons, dans une situation, bien entendu, à long terme, si l'Ukraine de l'Est, de l'Ouest, devient membre de l'Union européenne, malgré ses problèmes avec l'Ukraine de l'Est, on a déjà un pays en Union européenne, le Chypre, qui a une division. Et pour moi, c'est pas inimaginable d'avoir l'Ukraine comme membre de l'Union européenne dans 2030, si vous voulez. Dans cet aspect-là, une Union européenne qui commence à penser d'une façon géostratégique aux problèmes d'énergie, aux problèmes du Moyen-Orient, et peut voir la Turquie, un Turquie après Erdogan, qui a des institutions qui reviennent, qui a une démocratie qui revient, cette Turquie-là, à long terme, peut retrouver une continuité d'occidentalisation, une continuité de continuer avec le pacte transatlantique. Ça dépend de Washington, ça dépend de Bruxelles, ça dépend de Berlin, ça dépend à un certain niveau de Paris également, mais surtout de Washington et de Bruxelles. Si l'Union européenne et les États-Unis commencent à penser sur la Turquie d'une façon de guerre froide avec la Russie et une guerre froide peut-être avec la Chine, la Turquie, la position géostratégique de la Turquie, la question d'énergie devient beaucoup plus importante. Et dans ce scénario-là, oui, la Turquie sera retournée dans le bon chemin. Entendu, entendu. Et peut-être une autre question là pour Denise cette fois-ci. Est-il possible de prédire quelle influence la Chine peut avoir? La Turquie semble géographiquement sur une position stratégique, située sur une position stratégique. Est-ce que le projet de la nouvelle route de la soie passe par la Turquie, aussi bien pour la voie terrestre que la voie maritime? Ils ont acquis, je crois, non? Ils ont acquis oui. Ça même, je crois qu'il y a des trains qui ont commencé à fonctionner entre le nord-est de la Turquie et la Chine. Les premiers envois. Et ensuite, donc depuis la Chine, une fois entré sur le territoire turc, ça va vers l'Europe. Et la Turquie fait partie des routes de la soie, mais ce n'était pas une composante aussi importante que la Russie. Et actuellement, ce que je lis un peu dans certains documentaires, c'est que les routes en Russie n'étant plus praticables, parce que la Russie étant obligée de... On n'a jamais tellement eu non plus. mais il se trouve que la Chine avait beaucoup investi et avait le projet vraiment de les exploiter. Mais maintenant, il y a une réorientation des investissements de façon à pouvoir passer notamment par la Turquie. Donc, il descend plus vers le sud ces routes de la soie. Oui, j'ai vu ça, c'est intéressant parce que d'ailleurs, la voie ferrée, j'ai vu qu'elle évitait la Russie, la voie ferrée chinoise qui prévoit d'aller jusqu'en Europe. Oui, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, il y en a plusieurs. Il faudrait que quelqu'un de plus compétent nous renseigne, qui allait quand même en Russie. C'était plus que la Turquie. C'est ce qu'on me disait, je ne sais pas, sur les documentaires. Alors, une autre question maintenant. N'y a-t-il pas une surestimation de ce potentiel bon chemin géopolitique turc? Les relations de la Turquie avec la Russie restent fortes, notamment dans le tourisme, avec de nouveaux récents accords sur les vols aériens.
la complaisance envers les oligarques. Hein, on peut rappeler que quand même Deripaska, l'ancien président Dmitri Medvedev, Abramovich ont leur navire ici, leur méga yacht ici. Et puis, est-ce que, voilà, et la question importante sur les questions énergétiques, sur le pétrole, voilà, sur le pétrole russe, parce que la Turquie, évidemment, est quand même très dépendante du pétrole russe. J'ai mal posé ma question, excusez-moi, c'est parti trop vite. C'était sur la question des sanctions secondaires, parce que tout ce qui est mélangé dans les pipes entre Azéris, Kazakhs, Russes et la Turquie qui joue un rôle un peu bizarroïde quand même là-dessus potentiellement. Moi, je dirais d'une manière très courte pour laisser la parole à eux-mêmes, juste pour dire que la Turquie craint beaucoup les sanctions secondaires. Déjà, elle en a menacé dans le cadre d'un procès que vous savez sans doute à cause du règlement des achats de pétrole et de gaz à l'Iran en or, au lieu que ce soit par dollar, enfin détournement, donc des sanctions concernant l'utilisation du dollar, et elle peut écoper une sanction de 20 milliards de dollars, ce qui serait vraiment très très mauvais pour son image et pour son financement. Et donc, quand on est là, si jamais la Turquie était obligée d'appliquer des sanctions, je pense qu'elle ne prendrait pas aujourd'hui le risque de ne pas les appliquer. Pour le moment, parce que la Russie, la Chine et les autres, c'est rien par rapport au danger qui l'attend si vraiment elle commence à subir elle-même des sanctions de la part des pays de l'OTAN. Mais les pays de l'OTAN, ils ne sont pas idiots non plus, parce que quand même, la Turquie, c'est une très grande puissance militaire et sur le flanc oriental de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN ont besoin de ce partenaire-là aussi. Et pour cela, ils essaient de ménager la Turquie. Justement, il faut trouver le bon ménagement. La route n'est pas forcément très, très bonne pour la Turquie, mais il y a une route possible de sortie. Alors, c'est une bonne question. Les sanctions secondaires s'appliquent au domaine non énergie en ce moment. L'aspect de l'énergie, étant donné que l'Allemagne est un pays qui achète toujours du gaz de la Russie, donc l'aspect de l'indépendance de l'Allemagne ou bien de l'Europe du gaz russe, de l'énergie russe, du pétrole russe, c'est un processus, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et la Turquie, bien sûr, en général, est un pays qui veut voir des sanctions qui viennent des Nations Unies. Elle ne veut pas vraiment appliquer des sanctions qui sont des sanctions dirigées par les États-Unis ou bien l'Union européenne. Donc, c'est vrai que la Turquie va essayer de jouer ce jeu d'équilibre. Erdogan, comme j'ai dit, j'essaie d'expliquer, est un politicien du 19e siècle. Il veut jouer le jeu de l'équilibre un peu. C'est vrai que il ne veut pas vraiment finir toutes les relations entre la Turquie et la Russie. Il y a des dépendances entre la Turquie et la Russie qui sont très importantes. Mais si la Turquie, un jour, devrait faire le choix entre la Russie et les États-Unis, il faut imaginer les situations dans lesquelles, dans les années 1950, la Turquie est devenue membre de l'OTAN. C'était l'Union soviétique et c'était une Russie à Moscou qui était agressif. Donc, tout dépend en vérité de comment va s'évaluer l'évolution du régime au Kremlin. Si la Russie continue après l'Ukraine avec une politique de zone d'influence contre les républiques du Baltique, contre la Pologne, et si la Russie devient vraiment un État pariah, la Turquie va, à mon avis, essayer de voir tous les aspects
négatifs et les On aspects… y est un peu déjà, non? Parce que quand même, la Russie, là, il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle attaque la Moldavie pour dire qu'avec l'Ukraine, là, quand même, on est en plein… Enfin, c'est déjà un État paria, hein. C'est un État paria, mais les sondages en Turquie montrent que la plupart de l'opinion publique en Turquie toujours pense que c'est à cause des États-Unis. Et de l'OTAN. De l'OTAN, l'OTAN, les États-Unis, que la Russie, Poutine a envahi, a mené cette guerre. Donc, il y a un aspect euro-asiatique, eurasianiste en Turquie qui était très anti-américain, qui romantise un peu le nationalisme russe. C'est un aspect qui se trouve dans les réseaux kémalistes, mais aussi dans les réseaux un peu islamistes qui sont anti-américains. Donc, il faut comprendre un peu ce nationalisme turc qui est, à mon avis, assez gaulliste. Le nationalisme turc est un nationalisme qui veut être tout à fait indépendante de l'OTAN, mais aussi de la Russie. C'est un aspect nationaliste qui veut dire souveraineté turque, peut-être à long terme une force de frappe turque qui est dominée par la Turquie, une Turquie qui est indépendante en pleine souveraineté. Cette genre de Turquie peut essayer d'imaginer une zone d'influence turque. C'est un peu ce qu'a fait Erdogan pendant le printemps arabe, en essayant de créer une zone d'influence un peu néo-ottomane avec l'Égypte, etc. Donc, il se peut que la Turquie essaye de jouer ce jeu d'équilibre entre les deux pôles américains et russes, mais j'ai l'impression que si la Russie devient trop agressif sur la mer Noire, sur l'Azerbaïdjan, l'Asie centrale, la Turquie devra prendre une position. D'accord. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Évidemment, comme d'habitude, on repart avec encore plus de questions que quand on est arrivé. Mais c'est bien, ça va nous donner matière à réflexion. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites sur voilà, la position aujourd'hui de la Turquie face à cette guerre et les risques que ça représente pour elle. Très intéressante la conclusion de Eumer sur alors ce rêve, ce délire un peu eurasien, pro-eurasien, qui est un peu le même que celui des Russes. On voit malheureusement où ça a mené le Kremlin, cette fantasme de la grandeur impériale retrouvée, et puis le mythe de l'Eurasie, dont on ne sait pas très bien, enfin tous ces pays-là, pour la Russie, l'interland opposé aux pays maritimes, avec une surface maritime. Et donc dans cette configuration-là, voilà, est-ce que la Turquie va réussir à trouver sa voie, jouer sa carte, à se rapprocher de l'Occident et à éviter la confrontation avec Moscou, parce que c'est très très inquiétant là quand même ce qui se passe en mer Noire et comment je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la Turquie se montre vraiment active sur le front de la guerre et qu'elle soutient quand même l'Ukraine, pas seulement pour des impératifs pragmatiques, voilà, parce que réellement je pense que les autorités turques sont très inquiètes du comportement de la Russie. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour vos interventions qui ont été passionnantes. Effectivement, ça a ouvert beaucoup d'interrogations sur à la fois les dynamiques internes à la Turquie et les dynamiques géostratégiques. Y compris du côté de l'Europe, de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe, la manière dont on pourrait repenser à terme un éventuel rapprochement entre l'Europe et la Turquie. Merci infiniment. Le dossier n'est pas refermé, mais on en a feuilleté quelques pages passionnantes. Et donc, on essaiera de renouveler ce format en fonction notamment des échéances internes à la Turquie. Merci encore et
À bientôt. Je signale que le Club ICP organise le 12 mai un horaire plus classique à 9h, de 9h à 10h15, une séance sur la situation économique en Russie et en Ukraine, donc dans les zones qui sont tout à fait directement affectées par la guerre. Merci beaucoup et donc on se retrouve le 12 mai. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.